Hello, hello, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau live. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi en tout cas, ça va. Début de semaine tranquille. Je suis un petit peu tout mou aujourd'hui. Je sais pas, depuis ce week-end, je suis un petit peu tout mou. J'ai dû faire trop la fête, ça doit être ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue Mister Karak alias Sandro, Beggy, salut Kongduino, hello Goyard, salut FX, salut Backup. Je vois que les gens là qui ont posté dans le chat. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat là, histoire de me dire si vous êtes bien là, si tout va bien. Bah, écoutez, on va démarrer cette semaine tranquillement, comme d'habitude. On va démarrer par ce live. On va parler un petit peu de l'actu tech, un petit peu de différentes choses, de code, tout ça. J'ai quelques petits sujets à vous partager. Et puis on va se dire, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, hein, à poster vos commentaires. Si vous voulez parler de sujets, n'hésitez pas à y aller. Si c'est du troll, je mettrai mes œillères, je regarderai pas trop. Mais sinon, n'hésitez pas à poster un petit peu les différents sujets ou réagir sur les sujets directement dans le chat. Voilà. Bah, salut Ribose, bienvenue. Donc, bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent là tranquillement. Ouais, alors, on m'a dit, si je reprends un post que j'ai eu. Alors, attendez. J'ai eu un post tac sur Blue Sky. Alors, je vais poster ça sur l'écran de gauche. Alors, tout à l'heure, j'ai eu un petit triste réponse de Jean-Noël Saint-Strap qui me dit j'imagine que vous avez des habitués, mais c'est chaud comme horaire pour être disponible. Donc, pour le live. Ouais, je sais, c'est un horaire qui n'est pas forcément super pratique pour tout le monde. Salut René, salut le Viking. C'est pas un horaire qui est forcément super pratique pour tout le monde. Pour moi, je le réexplique parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Le lundi, je travaille pas, je suis à 80%. J'ai pris cet horaire parce que c'est un horaire qui est plutôt pratique pour moi. Mais je sais que le midi, de façon générale, et le lundi midi en particulier, c'est pas forcément toujours très très évident pour tout le monde pour se retrouver sur le live.
Donc c'est pour ça d'ailleurs que je mets tout en replay sur YouTube, comme ça si vous voulez juste aller regarder soit le live en totalité, soit regarder les petites séquences, les petits morceaux qui vont bien, vous pouvez aller sur YouTube. Pensez que sur YouTube, donc je remets les vidéos telles quelles, non montées, non cutées, rien du tout. Et il y a le chapitrage avec les timecodes dans la description des vidéos. Donc c'est peut-être pratique pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de venir sur le live et qui veulent aller voir juste une séquence. Vous allez dans la description de la vidéo et vous cliquez directement sur le timecode, ça vous emmène directement sur le sujet. Voilà. Donc Sandro, tu me dis, j'imagine que c'est mieux en pause midi qu'en plein milieu de l'après-midi. L'idéal, c'est toujours le soir, mais tu as une vie. Ouais, absolument, tu as tout à fait raison. Je le fais le midi parce que bah déjà le lundi, ça permet de démarrer tranquillement la semaine. Moi, c'est mon jour off. Le midi, évidemment, c'est plus pratique pour les gens qui se disent, bon bah voilà, je vais écouter d'une oreille en même temps que je suis en train de finir un truc ou je suis en train de déjeuner. Voilà, c'est la pause. C'est plus pratique qu'effectivement de faire ça soit en plein milieu de matinée ou en plein milieu de l'après-midi. Je crois que l'après-midi, c'est pas forcément les horaires qui sont super top pour tout le monde, que ce soit pour les streamers ou que ce soit pour les auditeurs ou les auditrices. Donc c'est pour ça que le midi, je trouve que c'est la moins mauvaise solution pour moi, sachant que voilà, je ne veux pas trop streamer le soir, parce qu'il y a déjà toute la semaine sur le stream FR, il y a déjà quand même pas mal de personnes qui streament. Donc l'idée, c'est pas aussi d'aller sur des créneaux qui sont déjà pris. Et puis moi, le soir, honnêtement, je suis pas étanche. Donc voilà. En tout cas, en tout état de cause, juste pour la petite news, je serai invité sur un stream là, au mois d'octobre. Donc on est en train de mettre ça en place. Si je me souviens bien, alors attendez, je vais vous dire ça. Je vais reprendre mon petit calendrier, parce que sachez que je n'ai aucune mémoire. Donc avec l'ami Yorzian, et on est en train d'organiser, il a déjà organisé 2 stream live à plusieurs, et donc normalement je devrais être le 10 octobre à 21h en live avec l'ami Yorzian, et potentiellement Nils, que vous suivez probablement déjà. Voilà. Donc, alors Goyard, tu dis, perso, c'est avant ma pause repas en télétravail, donc ça fait un démarrage en douceur pour la semaine. Bah ouais, tu vois, c'est parfait. C'est parfait. L'objectif de ce live, c'est de faire un démarrage en douceur, de prendre du temps entre nous, et puis d'échanger tranquillement. Et puis, Sandro, toi, tu dis que tu es en train de débugger du SendGrid en parallèle, que du bonheur. Bah écoute, que la force soit avec toi. Bon, on va démarrer par les petites actus tech comme on fait d'habitude. Et comme d'habitude, on va commencer par le noyau Linux. Sauf que cette fois-ci, je vais commencer par la petite news que j'ai postée ce week-end, qui était la petite info du jour d'hier. Et donc, il y a 32 ans, le 17 septembre 1991, fut mise à disposition la toute première version du noyau Linux, la 0.0.1 par Linus Torvalds. Ce noyau associé au projet GNU sera la base des distributions Linux qui remplaceront les systèmes Unix en quelques années. Alors, c'est une news que je poste globalement tous les ans parce que je trouve que c'est une date anniversaire qui est importante. Il y a 2 dates anniversaires sur le noyau Linux. Il y en a une qui est en août que je poste aussi systématiquement, c'est l'annonce sur les newsgroups du projet de noyau de Linus Torvalds, qui à l'époque ne s'appelait pas Linux, mais s'appelait Frix, il faut le savoir. Et ça d'ailleurs, Yorzian en a déjà parlé dans son live de cette semaine, que je vous invite à aller voir, c'était très très intéressant. Donc c'était le papotage du soir avec l'ami Yorzian. Et donc Linus Torvalds a mis à disposition donc le 17 septembre 91, donc il y a 32 ans, la version 0.0.1 du noyau. Et ça, c'est quand même une date assez intéressante parce qu'on se dit à 32 ans, c'est assez court sur l'échelle d'une vie humaine, mais ça nous paraît tellement loin. Et donc justement, l'archive du noyau, tu fais bien d'en parler Sandro, l'archive du noyau fait 71 kilos, et je vais vous partager ça parce que j'ai préparé ça ici. L'archive du noyau 0.0.1 est toujours disponible. C'est un projet donc, libre open source, et toutes les versions sont archivées depuis très longtemps, depuis le début. Et donc si vous allez, je vais essayer de faire un petit zoom, toc, si vous allez, je vous partagerai les liens évidemment, sur le pub Linux kernel historique, donc sur kernel.org, vous allez trouver la version du noyau Linux 0.0.1 que vous pouvez télécharger, donc qui fait que 71K.
Donc hop, on va se la télécharger, on va se la mettre ici. Zoo, et je vais aller là. Hop, tar xf Linux 001. Voilà. Et donc voici le noyau Linux 001 sous vos yeux ébahis. Et je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. Affichage, zoom avant, toc. Voilà. Et donc on va essayer de compter le nombre de fichiers qu'il y a là-dedans. Type F1. On en a combien? Pipe wc-l. Donc on a 88 fichiers. Donc ce qui est pas énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme. Tiens, on va compter le nombre de lignes. On va faire wc $. Hop, hop. Allez, il y a 10 000 lignes de code. Enfin, de code et de makefile. Il y a 10, en gros, il y a 10 000 lignes dans les fichiers, essentiellement des fichiers .c. Donc vous voyez que c'est un tout petit truc. Hein. Le noyau a quand même énormément grandi depuis. Pour la petite histoire, rappelons qu'au début, le noyau, c'était quelque chose qui était pas prévu pour être un noyau Linux. Salut Manon, bienvenue sur le live, ça fait plaisir. Donc le noyau c'était un exercice qu'avait fait Linus Torvald pour pouvoir travailler sur tout ce qui était commutation de tâches, sur commutation de tâches au sens microprocesseur, système d'exploitation. Donc il avait envie de comprendre et donc il a commencé à développer une sorte de premier noyau qui boot et qui a deux threads, un qui envoie des datas, un autre qui consomme des datas. Et puis son petit programme a évolué, il en a fait un émulateur de terminal multitâche. Qui lui permettait de se connecter notamment au superordinateur de son université. Et puis ça a progressé, et c'est arrivé à un point où il a commencé à avoir besoin donc d'écrire des fichiers, de lire des fichiers. Donc il a implémenté des appels système pour justement implémenter des appels système de type Unix/POSIX. Et donc c'est devenu comme ça un noyau à la base. Alors Manon, 10 000 lignes pour le noyau Linux, c'est pas plutôt des millions de lignes. Alors là, je parle du noyau Linux 0.01. Celui qui est sorti le 17 septembre 1991, donc la toute première release officielle. Donc à l'époque, c'était 10 000 lignes de code, essentiellement, et un makefile, et rien de plus. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, le noyau de Linux, c'est plus de 25 millions de lignes de code. Hein, donc c'est un très très gros morceau. Donc ouais, c'est ça. On est plutôt à 27 millions, c'est ça. On est entre 25 et 30 millions. Bon, ça évolue. Je dirais qu'il y a une inflation normale, ça évolue un petit peu tous les ans. Des fois, il y a des phases où ça réduit, mais voilà, on est quand même à une très grosse volumétrie de code, sachant que dans cette grosse volumétrie de code, ce qu'il faut voir dans les 27 millions de lignes de code, c'est beaucoup de code qui sont utilisés pour des pilotes, donc des pilotes de cartes réseau, de cartes graphiques, de que sais-je encore, n'importe quoi. C'est-à-dire que le noyau en lui-même, c'est-à-dire ce qui effectue la commutation des tâches, donc le scheduling, la gestion de la mémoire, la gestion du file system, etc., c'est quand même, entre guillemets, une infime partie de ces 27 millions de lignes de code, même si ça a eu une grosse inflation depuis le début. Mais c'est du code qui représente une toute petite partie du nombre de lignes de code du noyau Linux aujourd'hui. Tout le reste, c'est essentiellement du pilote. On va pas se mentir, enfin, du pilote au sens très large du terme, un pilote de périphérique ou de système de fichiers ou de ce que vous voulez. Voilà. Donc, le noyau a bien évolué. Alors, la grande question qu'on me pose régulièrement, parce que ça, c'est ce que je vous échange là, c'est des choses que je partage auprès de mes étudiants en école d'ingénieur tous les ans. Je leur fais un petit historique, je leur explique comment fonctionne le noyau Linux, comment le compiler, etc. Donc, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui compiler le noyau 001? Alors, pas avec les chaînes de développement qu'on a encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les compilateurs sont devenus beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire que beaucoup plus les normes de programmation, notamment en C, ont beaucoup évolué. Donc ça sort des erreurs qui à l'époque étaient des erreurs soit qui passaient inaperçues, soit qui étaient des warnings. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont considérées comme étant des erreurs. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était écrit en C89 ou C préhensi. Donc évidemment, il y a des choses qui compilent plus. Mais on peut arriver en reprenant des anciennes toolchains de compilation. Je pense notamment à GCC2, GCC3, et éventuellement ça doit peut-être encore compiler avec le GCC4, mais sans grande certitude.
on peut arriver à recompiler ce noyau et puis arriver à faire joujou. Et j'avais fait l'exercice il y a assez longtemps de ça. Je crois que j'avais repris un GCC 3 de mémoire. J'avais tout mis ça dans une VM, j'avais recompilé, puis j'avais booté. Donc ça permet de pouvoir éventuellement encore recompiler, de pouvoir faire l'exercice de hacker un tout petit noyau. Et donc de voir comment ça fonctionne et de pouvoir démontrer à des gens comment fonctionnent ces noyaux. Voilà. Donc ça, c'est une grande partie de l'histoire. Donc c'était il y a 30 ans. Et donc pour arriver donc, sur l'actualité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que le noyau 6.4 est arrivé en end of life. Donc on pousse les distributions ou les personnes qui utilisent le 6.4 à passer à la 6.5. Donc 6.4 c'est end of life, c'est normal puisque c'était pas une long-term support. Donc on pousse vers la 6.5 qui doit être une LTS si je ne m'abuse. Et ce qui permet d'embrayer sur la version de Linux 6.6 RC2. Je vous ai parlé de la 6.6 RC1 la semaine dernière. Donc la 6.6 RC2 avec le petit message de Linus Torvald qui dit qu'effectivement hier, puisqu'il produit ses release candidates tous les dimanches, ça tombait bien. Hier, la release candidate de la 6.6 RC2 a été publiée le jour du 32e anniversaire de la Linux 0.0.1. Donc hop, je vais mettre ça ici. On le voit ici, zou, voilà. Voilà, donc c'est, je pense que pour lui, quelque part, même si c'est pas quelqu'un de très connu pour être extrêmement sensible, ce genre de choses, je pense que pour lui, ça lui rappelle quand même que le chemin parcouru depuis la version 0.0.1 du noyau, et aujourd'hui on a une version 6.6 qui est quand même avec une communauté qui est énorme, avec des supports de matériel, de techniques de programmation, de choses qui est vraiment assez incroyable, et surtout une pénétration du marché qui aujourd'hui est de 90% sur tout ce qui est domaine serveur. Et quand je dis 90%, c'est peut-être même un peu plus. Donc c'est quand même, je pense, quand il doit réfléchir au chemin parcouru, de se dire, ouais, c'est ce petit projet qui avait l'air de rien au début, ça a fait son chemin. Et évidemment, il doit quand même être, j'imagine, fier, ou ça a dû faire quelque chose quand même de se dire que tout ça n'a pas été fait en vain, et que comment je dirais, cette petite expérimentation d'étudiant dans son coin à l'université lui a permis de construire tout ça. Voilà. Ouais, c'est vraiment l'achèvement d'une vie. C'est le projet d'une vie pour lui. Ce sera le projet de sa vie, très clairement. Même s'il a travaillé sur d'autres softs qui sont très utilisés aujourd'hui. Hein. Rappelons que Git, c'est Torvald qui l'a lancé. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres lives. Hein. Donc il a développé déjà d'autres softs que le noyau Linux. Hein. Donc il y a eu Git, il a développé aussi un soft parce que c'était un grand amateur de plongée sous-marine. Donc justement pour pouvoir capter ces données, ces statistiques de plongée sous-marine et de pouvoir les archiver, les exploiter et tout ça. Je crois que c'est un projet qu'il avait développé il y a plusieurs années en GTK et en C, etc. Donc voilà. Mais son projet principal, le projet de sa vie, c'est quand même le noyau Linux. Donc pour dire que dans le noyau 6.6 RC2, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pas grand-chose de nouveau, hein, comme d'habitude, des petites corrections de pilote, des petites corrections de bugs. Là apparemment, entre la 6.1 la semaine dernière et la 6.2 cette semaine, la 6.6 RC1 et la 6.6 RC2, entre ces deux versions, il n'y a pas eu de grosses révolutions, c'était plutôt calme. Hein, la fenêtre d'intégration est plutôt calme en ce moment. Voilà. On va rester dans le domaine Linux, mais là plutôt distribution. Je vous en parle donc assez régulièrement. Donc c'est la Linux Mint, puisque c'est aussi une distribution sur laquelle moi je travaille. Et donc je voulais vous parler de la LMDE, Linux Mint Debian Edition, dont je vous ai déjà parlé. N'oubliez pas que la Linux Mint est une distribution Linux qui est basée sur Ubuntu. Mais justement pour éviter d'avoir une problématique qu'un jour Ubuntu veuille fermer ses sources ou changer son modèle de licensing, que sais-je encore, des choses qu'on a déjà vues ces dernières semaines et qui ont agité beaucoup le monde de l'open source et du logiciel libre.
très très tôt, Linux Mint a pris le parti de se dire on base la distribution principale sur Ubuntu, mais ils ont une version aussi en parallèle qui est basée sur une Debian. Donc LMDE, c'est Linux Mint Debian Edition. Et donc la LMDE 6, du nom de code de Faye, est sortie en version bêta la semaine dernière. C'était en fin de semaine dernière, ça devait être mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Et donc, cette version est juste une mise à jour de la LMDE, sachant que la LMDE est vue un petit peu comme une rolling release. C'est-à-dire que normalement, elle se base toujours sur une Debian stable. Donc là, on va se baser sur la Debian 12, mais elle est pas mis, le support ISO n'est pas mis régulièrement très à jour, le support d'installation. Pourquoi? Parce que normalement, on part de l'ISO de la LMDE, et ensuite, elle est un peu considérée comme une forme de rolling release. Voilà. La seule différence par rapport à une vraie rolling release, c'est que là, elle se base systématiquement sur des versions stables de la Debian. Donc ici, la Debian 12, qui, je le rappelle, est sortie l'été dernier. Enfin, au début de l'été dernier. Donc, dans cette Linux Mint Debian Edition, eh bien, il n'y a pas de grosse révolution, comme d'habitude. C'est surtout une mise à jour des paquets des environnements de bureau, mise à jour de GNOME, mise à jour de l'environnement Mate, mise à jour de l'environnement KDE. Évidemment, tout ce qui se base sur Debian. Donc, il y a, comme Debian, vous le savez, il y a certains paquets qui sont pas anciens, mais en tout cas des versions qui sont moins récentes que ce qu'on peut trouver sous Ubuntu. Évidemment, il y a un certain nombre de paquets qui sont recompilés pour l'occasion, pour pouvoir construire justement cette LMDE. Après, sur les release notes, j'ai rien vu d'énorme, de très très révolutionnaire. Effectivement, il y a quelques issues aujourd'hui qui sont connues, donc qui sont sur la page de release notes. Si ça vous intéresse, allez-y. Sinon, pas grand-chose à dire. Ce qui est intéressant, c'est que cette LMDE, la question qu'on me pose de temps en temps, cette LMDE, est-ce qu'on peut l'utiliser quotidiennement? Aujourd'hui, oui, vous pouvez l'utiliser quotidiennement. C'est comme si vous êtes par exemple familier avec une Debian et que vous avez déjà une Debian en desktop, vous pouvez très très bien utiliser une LMDE en desktop. La seule différence, c'est que certains paquets pourront ne pas être disponibles ou aussi à jour que la version basée sur Ubuntu. Salut Fred. Alors, Manon, toi tu dis comme Faye Valentine. Je ne sais pas qui est Faye Valentine. Alors, je suis désolé, je suis peut-être. Je vais regarder qui est Faye Valentine. Faye Valentine. Alors. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un personnage. C'est un personnage de manga, c'est ça? Dans Cowboy Bebop. Je suis pas très familier avec ça. Je l'avoue. J'aime certains animés, mais il y en a beaucoup que je regarde pas. Salut Emma. Donc, ça fait plaisir de te voir. Emma qui est ma fille pour celles et ceux qui ne le savent pas. De temps en temps, elle passe une tête ici. Je suis pas sûr qu'elle comprenne tout ce que je raconte, mais bon, ça me fait plaisir de l'avoir avec moi. Et donc, comme je disais, est-ce qu'on peut utiliser une LMDE en desktop? Oui, bien sûr, c'est une distribution qui est totalement stable, qui est fournie avec énormément de logiciels. Vous pouvez l'utiliser, mais c'est comme faire le choix entre une Ubuntu ou une Debian, c'est de savoir en termes de licence, en termes de mindset et surtout en termes de logiciels auxquels vous avez accès, de savoir ce que vous voulez avoir. En tout cas, cette LMDE, elle continue à être maintenue en parallèle. Et comme ça, si au jour Ubuntu change la façon de distribuer sa distribution Linux et que ça pose des problèmes, il change le licensing, ce genre de choses, Linux Mint sera prêt à migrer assez facilement vers autre chose. Voilà. Donc hardware, tu dis LMDE, j'ai monté dans mon atelier Linux l'an dernier, ça marche nickel. Oui, ça marche. Ça marche très très bien, hein. C'est vraiment une très très bonne distribution et moi j'aime beaucoup Linux Mint parce que c'est vraiment une distribution, même si on est très geek et très technique, l'avantage c'est que c'est une distribution qui arrive, qui est directement prête à l'emploi. Il n'y a rien vraiment de beaucoup de choses à bidouiller ou ce genre de choses. C'est vraiment une distribution, c'est plug and play, hein. Vous l'installez, avec que ce soit la LMDE
ou la version Linux Mint standard. Vous l'installez, ça fonctionne, vous avez vos pilotes de périphériques, le support du multimédia, etc., etc. Enfin, tout est déjà là et vous avez juste à vous concentrer sur votre usage comme n'importe quel système d'exploitation. Et je trouve qu'en plus, propose beaucoup donc d'environnements de bureau qui sont assez différents et qui permettent de choisir celui avec lequel on est plus à l'aise. Moi, j'utilise Mate parce que je trouve qu'il est très simple et moi, ça me correspond bien. Et il n'y a pas, y a pas d'environnement de bureau, en tout cas comme ceux d'Ubuntu, sur lesquels je suis quand même vachement moins fan, qui est un mix entre GNOME et macOS. Et enfin, c'est un peu bizarre. Je suis pas très fan. Voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, on va passer à la suite. Assez parlé de Linux Mint euh, Debian Edition. Et je voulais revenir sur un article qui a été publié donc, sur LinuxFR cette semaine. Ça va rappeler des souvenirs à certains et pour d'autres, vous allez peut-être découvrir. Donc, c'est la sortie de Window Maker 0.96. Window Maker, pour rappel, c'est l'implémentation GNU de Nextstep / OpenStep. Voilà. Donc c'est un projet qui existe depuis d'aussi loin que je me souvienne. Moi j'ai toujours connu ce projet globalement depuis le milieu des années 90. Je me souviens que je l'avais pas mal testé, même un petit peu utilisé en tant que desktop à l'époque, c'était en 97 je crois. Donc c'était Window Maker, je ne sais même plus quelle version. Et donc c'est pas réellement un environnement de bureau. Un environnement de bureau au sens XFCE ou au sens KDE, GNOME, ce genre de choses. C'est plutôt un window manager avec différents outils. Je pense il se positionne un petit peu comme une sorte de XFCE, mais moins intégré, parce que c'est pas vraiment un environnement de bureau en tant que tel. En tout cas, il n'y a pas ce qu'on pourrait qualifier d'être un environnement de bureau complet et intégré. Mais donc Window Maker, c'est plutôt donc effectivement un window manager avec un certain nombre d'utilitaires qui permettent de régler son clavier, sa souris, d'avoir un lanceur d'applications, mais point barre, ça va pas beaucoup plus loin. L'avantage, c'est qu'il est aussi très light. Il respecte, je dirais, toutes les choses qui ont été créées à l'époque sur Nextstep. Donc en termes, que ce soit déjà en termes de look and feel, pardon, en termes d'usage, en termes de fonctionnalité. Donc c'est très très proche, c'est la réimplémentation libre de ce qui a été fait sur Nextstep, donc à l'époque les stations Next, Next qui était une firme qui avait été créée par Steve Jobs quand il était parti de chez Apple. Donc c'est un environnement de bureau, donc un environnement de bureau, un window manager qui continue donc son petit bonhomme de chemin. Donc je vous repartagerai le lien qui a été publié le lien de l'article qui a été publié sur LinuxFR. Ça vous pourrez lire. Et puis pour celles et ceux qui connaissent pas, ça vous permettra de vous imprégner, peut-être d'aller voir ce que ça donne, peut-être même de le tester. Puisque vous pouvez le tester, hein, il y a dans différentes distributions Linux qui proposent d'avoir Window Maker, donc il suffit de faire parfois apt-get install Window Maker, tout simplement. Donc de le tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Puis ça peut être un environnement qui est plutôt pas mal pour des machines qui n'ont pas beaucoup de ressources. Et voilà. Donc ça m'a rappelé un petit peu ma jeunesse de voir que Window Maker était encore en développement et qu'il avance tranquillement, bon an, mal an. Voilà. Alors, je reviens sur le chat. Donc, Goyard, tu dis un peu comme Fluxbox. Oui, Fluxbox, c'est un peu le même genre de choses, ouais. Voilà. Alors, tu vas proposer une correction à l'article. Window Maker n'est pas toujours ergonomique. N'est toujours pas ergonomique. En fait, je pense que l'ergonomie, c'est quelque chose. C'est marrant que tu dis ça. C'est quelque chose qui est assez personnel. Là, tu vois, par exemple, très, 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 très peu de fois où je vais sur un macOS, je considère que c'est totalement pas du tout ergonomique. Mais de mon point de vue, de mon point de vue d'utilisateur, moi, Olivier Poncet, par rapport à mes usages et mes habitudes, je suis complètement paumé dans macOS. Je trouve que c'est pas du tout pratique, c'est pas fait pour moi. Donc effectivement, c'est un peu comme tous les environnements de bureau, les window managers, c'est beaucoup des habitudes par rapport à des besoins qu'on a, par rapport. Moi, je sais que j'ai des besoins qui sont très, très, très limités. J'utilise essentiellement navigateur web, un terminal et VI, mais ça va pas plus loin, enfin Vim.
Et donc, par contre, j'utilise beaucoup le clavier. Donc, les raccourcis clavier, ça y va. J'utilise peu la souris. Bon, voilà. Sur un environnement type Mac OS X ou par exemple l'environnement de bureau d'Ubuntu, moi, je suis un peu largué. Ça me va pas du tout. Et je considère que c'est pas du tout ergonomique, mais pour mon profil d'utilisateur. Voilà. Pour d'autres profils d'utilisateurs, effectivement, c'est très ergonomique. Je trouve que pour en revenir au système Nextstep qui avait été créé à l'époque, Nextstep, en termes d'ergonomie, c'était vraiment un changement assez profond. Et là, on le revoit, et d'ailleurs, c'est un changement qui est profond, qui a été vraiment intégré dès les premières versions de Mac OS X, un changement profond de comment on utilise l'interface utilisateur de notre desktop. Donc c'est ça qui était assez intéressant. Voilà, moi je suis pas plus fan que ça, par exemple, Window Maker, qui est la réimplémentation de Nextstep, je suis pas plus fan de ça, de l'ergonomie, mais je trouve plus ergonomique que ce qui existe aujourd'hui, par exemple, dans macOS. Voilà. macOS X, en tout cas. Voilà. Donc tu dis Ubuntu, je t'aime pas non plus. Ouais, c'est vraiment un peu particulier comme. Déjà sur les couches système, déjà je trouve que c'est devenu totalement lourd et complètement imbitable. Et sur la couche vraiment interface utilisateur, je trouve que c'est pas du tout pratique. Moi j'aime pas du tout. Donc Window Maker, allez faire un petit tour si vous ne connaissez pas, testez. En tout cas, c'est aussi un pan de l'histoire. Là, on revient un petit peu dans l'histoire là aujourd'hui sur ce live. C'est un pan de l'histoire. C'est quelque chose qui est très peu utilisé, mais qui a eu le mérite d'exister. Et puis, en tout cas, c'est un projet qui est toujours relativement dynamique, si je puis dire. Alors, pour sortir de ces aspects desktop et tout ça, je vais vous partager un petit projet que j'ai trouvé. Alors, on va parler JS, et c'est New.js. New.js, donc, qui est un petit framework JavaScript qui se veut une sorte d'équivalent, entre guillemets, mais beaucoup plus light à Vue.js, React ou Svelte. Donc j'ai pas testé encore, j'ai juste regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans. J'ai pas encore eu le temps d'aller tester, d'aller cloner le dépôt, de faire des tests et tout. Mais ce que j'ai pu en voir, c'est que c'est un framework JS qui essaye de rester relativement compact, avec pas mal de fonctionnalités, et qui évite on va dire tous les trucs un peu trop fancy qu'on peut trouver dans Vue, React ou Svelte, parce que d'ailleurs qui tous au début ont démarré comme ça en se disant on va être un petit framework relativement compact, et puis finalement ils ont grossi, et c'est devenu un petit peu des monstres, et que maintenant rien que pour créer une interface web avec Vue ou React par exemple, je trouve qu'il faut il faut un énorme marteau pilon pour écraser une mouche pour faire un simple Hello World. Voilà. Bon, c'est global au développement web d'aujourd'hui, et en particulier, je trouve, à React, Vue, etc. Et donc, New.js essaye de refaire un petit peu de ce que je comprends du projet, à une sorte de back to basics, de mettre en place juste les fonctionnalités nécessaires pour construire des interfaces réactives, avec relativement une assez bonne facilité, avec beaucoup moins de code, donc avec un runtime, si je puis dire, qui reste relativement compact. Donc, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant dans le sens où aussi, en fait, ça utilise la notion de template comme on a pu utiliser pendant des années, par exemple avec le PHP. Donc, on va écrire du HTML avec dedans des tags qui sont des templates, et on va pouvoir justement, le runtime va aller remplacer là où c'est nécessaire les informations qu'on veut présenter. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui revient plus à comment je dirais, qui revient plus à quelque chose de plus basique, mais plus facile à utiliser, qui demande moins d'outillage, en tout cas, pour produire une application, ou une petite application au moins. Donc voilà. En tout cas, je vais pas vous mentir, hein, moi je suis pas allé plus loin que ça. J'ai vu que ce truc-là existe. Je vais garder un petit œil dessus. Je vais essayer de le tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que dans le développement web, il y a toujours des milliards de frameworks qui sortent, et puis tous plus performants, puissants les uns que les autres, mais sachant que le plus souvent on n'utilise qu'une toute petite partie de ce dont ils proposent. Voilà. Salut Stéphane, salut Titi.
Je remonte un petit peu dans le chat. Alors, maintenant, tu dis surtout que les technos s'empilent et Arnaud disent les pages. Maintenant, on ne charge plus les sites web en 3G, par exemple. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, déjà, il y a ce qui est produit dans les pages en elles-mêmes. Aujourd'hui, dans le développement web, on se retrouve avec des pages qui sont hyper lourdes parce que ça charge des milliards de modules, des modules qui chargent des modules qui chargent des modules qui chargent des modules. Ça charge beaucoup de choses. Pour essayer de donner un petit peu de la souplesse et que les frameworks semblent être un petit peu magiciels quelque part, que ça fasse des trucs un petit peu tout seul, bah, il y a des milliers de lignes de code. Et puis maintenant, on passe par des phases de compilation, de pré-compilation. Enfin, on se retrouve avec des choses qui deviennent très très lourdes. Et je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus de quelque chose, d'un développement web qui est facile instancier. C'est-à-dire que le moindre projet aujourd'hui, même si on va pas se mentir, aujourd'hui c'est assez facile de créer un projet en React ou en Vue, en ce que vous voulez, c'est NPM avec les create project ou install ou ce genre de choses. Ok, très bien. Mais je trouve que tout le tooling qui est autour de ça, juste parfois pour produire un simple Hello World ou un site one page qui fait pas grand chose, je trouve ça un petit peu lourd. Et je reste assez attaché au fait de pouvoir écrire du HTML directement. Voilà, sans passer par des phases de compilation de templates HTML ou que sais-je encore, et de pouvoir utiliser un système de balisage relativement simple. Par exemple, bah, ce que semble en tout cas proposer Node.js, et ou de façon plus statique, par exemple Hugo. Des générateurs de sites statiques comme Hugo, bah, on en revient finalement au back to basics, de pouvoir découper en petits morceaux réutilisables certaines parties du site, mais tout le reste, c'est un système de balisage qui est relativement simple. Donc là, ça n'a rien à voir, parce que là, Hugo fait du site statique, et alors que Node.js et ce genre de framework cherchent à faire du site dynamique, mais c'est un petit peu, vous voyez, dans l'idée, c'est un petit peu ce que j'aime, c'est de pouvoir écrire du HTML directement, et que c'est juste un système de balisage qui va venir me remplir les informations en interne. Alors, Thierry, toi tu dis, ah, il faut faire drifter, t'es à la bourre. T'inquiète pas Thierry, on va prendre notre temps, et encore des petites choses à discuter. Voilà, donc je vous partagerai l'adresse de Node.js. Node.js, en tout cas, se vend comme étant un truc qui est quand même aujourd'hui compact, light, et ils disent que le runtime comprimé fait 2,3 kilooctets, donc c'est plutôt léger comparé avec plusieurs mégas de certains frameworks. Pour la suite, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais il y a toute une affaire autour d'Unity qui a changé son système de licensing, et donc notamment de son système de fees pour pouvoir récupérer de l'argent. Et ils ont fait ça de façon, allez, c'est un euphémisme, assez maladroite. Parce que ils ont voulu changer leur système de fees en le faisant en loose day, sans communiquer, sans prévenir la communauté. La communauté des développeurs, que ce soit des développeurs indépendants ou des petits studios, des indés ou des pas indés, en tout cas beaucoup de gens qui font des projets avec Unity. Et ils ont vraiment fait ça comme des sagouins, je dois dire. Pour rappel, avant, si je me souviens bien, on payait au nombre de licences qui étaient vendues. Et là, ils ont changé leur système, notamment pour pouvoir capter des fees, non pas sur le nombre de licences vendues, mais sur le nombre d'installations. Ce qui veut dire que, par exemple, quelqu'un qui a acheté le jeu Tartampion, et qui l'installe par exemple sur 5 machines différentes, en fait ça générait 5 fees différents pour Unity. Ah, c'est une super façon de se mettre de l'argent dans les poches. Ça, c'est qu'une une partie des changements qu'ils ont fait, hein. J'ai pas tout en tête. Je vous conseille d'aller voir un petit peu sur. Il y a plein de sites qui parlent de ça, qui en parlent très très bien. Et c'est surtout la méthode qui a été adoptée, parce que justement pour que ça passe plus ou moins inaperçu, ce qu'ils ont fait, bah, Unity, donc, qui est sur GitHub, ils ont retiré Unity de GitHub, ils ont effectué les changements dans la partie licensing et fees, et ensuite ils ont remis sur GitHub tout ça pour que le GitHub ne puisse pas traquer les changements et donc les montrer entre guillemets au grand jour. Sauf que bah, évidemment, faire comme ça, c'est complètement stupide, parce que tout le monde l'a vu, et tout le monde l'a vu, et en plus tout le monde se dit ouais, ils ont fait ça de façon relativement malhonnête, sans communiquer. Et il y a beaucoup de studios qui se sont dit, enfin studios ou développeurs de jeux indépendants, etc., qui se sont dit, bon bah voilà, on se fout de notre gueule, nous, moi j'ai tout misé
à développer mon projet sur Unity. Et finalement, là, la façon dont ça va être, dont je vais devoir reverser une partie de mes bénéfices, ça va nettement impacter mon chiffre d'affaires, le prix du jeu, etc. Donc, ça a quand même des impacts. Et depuis, tout ça pour dire que depuis cette semaine, on voit que Unity sont un peu dans une spirale un peu négative en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'aller vers du Unreal s'ils sont suffisamment tôt dans leur projet pour pouvoir aller vers du Unreal quand c'est possible, ou d'autres moteurs de jeu qui soient libres et ou open source. J'en ai partagé quelques-uns et je voulais vous parler notamment là de Relib, puisque je crois que j'en avais déjà parlé peut-être sur Twitter. En tout cas, c'est un petit moteur de jeu qui est plutôt sympa pour faire des petits jeux casual plutôt cool. Relib, c'est un projet qui est plutôt sympa. Donc c'est un projet qui est écrit en C++. Et donc qui apporte tout un framework pour pouvoir développer des jeux 2D et 3D. Donc, ça ne fait pas que de la 2D, ça fait aussi de la 3D, avec support des modèles, des animations. Ça supporte évidemment le son avec différents formats. Ça supporte, comment je dirais, vous n'êtes pas obligé de développer en C++, hein, vous pouvez développer en C, hein, parce qu'il y a tout un layer qui vous permet de le faire en C, si vous n'êtes pas aguerri en C++. Voilà, donc ça apporte pas mal de fonctionnalités, et c'est un projet qui est assez dynamique. Si je vous en parle là, il est vraiment assez dynamique depuis plusieurs mois, bien avant les problématiques d'Unity. Il est assez dynamique et il permet vraiment de créer plein de petits jeux très facilement. Et en plus, un des gros avantages aussi, c'est que vous pouvez directement produire votre jeu sous la forme d'un binaire exécutable sous Windows, Linux, macOS, Android, mais aussi directement en Wasm. Et donc, vous pouvez générer votre jeu en Wasm pour avoir une version web de votre jeu. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment intégré directement, comme beaucoup, de plus en plus de projets de bibliothèques libres. En tout cas, le support de Wasm est directement dans le framework. Et ça c'est vraiment plutôt cool. Ça permet de pouvoir partager un petit peu son projet de jeu sur différentes plateformes, y compris des plateformes web, donc de pouvoir jouer dans son navigateur sur le desktop. Voilà, donc hardware, toi tu dis quelle bande de cloches. En parlant d'Unity, oui, c'est des cloches. Ouais. Là, franchement, ils n'ont pas été malins sur la façon de faire leur changement de licence. Là, ils sont vraiment dans une spirale assez négative là, depuis plusieurs jours. Ils s'en prennent plein la gueule, et à juste titre. Voilà, donc je vous parlais de Relib, allez voir, ça propose plein de fonctionnalités. Il y a plein de tutoriaux, il y a plein d'exemples, même si vous n'êtes pas spécialiste du développement en C ou en C++, vous allez voir, faire un petit jeu ou une animation ou un petit truc sympa, vous pouvez le faire extrêmement rapidement. C'est vraiment un framework qui est fait pour vous cacher toute la tuyauterie et de vous concentrer essentiellement sur votre boucle de jeu, votre boucle de gameplay, et sur la partie comment vous allez gérer les assets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, Relib va pas vous permettre de faire un jeu en AAA, hein. On va pas se mentir, hein. Il y a plein d'autres moteurs de jeu qui existent. J'en ai déjà partagé, j'en remettrai peut-être sur le replay. J'en avais partagé pas mal déjà sur Twitter ces dernières années. Donc, mais pour faire du petit jeu indé, des trucs sympas, franchement, allez voir, même sur le site de Relib, vous avez plein d'exemples de petits jeux qui sont vraiment plutôt fun et sympas. Alors Thierry, il dit qu'il est chaud, il est prêt. Ça tombe bien, j'ai presque terminé, mon petit Thierry. Et pour terminer, comme la semaine dernière, je vous bassine encore avec mon petit projet d'émulateur de chips sonores des années 70-80, la Y38910 et l'YM 2149, parce que par rapport à la semaine dernière, j'ai pas mal avancé, même si j'ai pas beaucoup travaillé cette semaine, j'ai quand même pas mal avancé. Je l'ai déjà partagé sur les réseaux sociaux, les avancées. J'ai même créé donc un site web statique avec le player avec lequel vous pouvez jouer. Et donc la question que pose Thierry, c'est quand est-ce qu'on peut coder ou programmer ses propres morceaux? Eh bien écoute, ça tombe bien que tu poses cette question, parce que là j'ai fait encore un tout petit peu d'architecture ce matin. J'ai finalisé l'API, il me reste juste la gestion des enveloppes à implémenter complètement. C'est le dernier truc qui reste à faire, mais en tout cas l'API,
Elle est utilisable, l'émulateur fonctionne. Le code, j'ai déjà créé les dépôts, mes miroirs, parce que vous savez, j'ai un GitLab privé, et donc j'ai des miroirs sur GitHub, gitlab.com et Bitbucket. Les miroirs sont déjà créés. Je suis à 2 doigts de les alimenter avec le code. Donc vous aurez juste à récupérer le code. Et ce que je vais fournir un tout en un, c'est-à-dire le site sous Hugo avec les dépendances qu'il y a, donc c'est Pico CSS et Fontosum, et le code que j'ai écrit directement pour cet émulateur. Et vous pourrez jouer avec. Donc il y a la partie émulation de chip en elle-même qui est l'émulateur, qui fonctionne dans un Audio Worklet Processor, mais j'ai créé aussi une classe adapteur en JavaScript qui permet de se plugger sur une instance de l'émulateur et donc d'avoir accès à des fonctions comme joue-moi une note, par exemple joue-moi un La sur le channel A, joue-moi un Do sur le channel B, génère-moi du bruit sur les canaux A et B, etc. Donc là, cet adapteur, il me reste aussi à le finaliser, mais il y a vraiment une classe qui est l'émulateur et une classe adapteur qui permet de venir plugger des fonctionnalités d'un peu plus haut niveau, qui sont beaucoup plus faciles à appréhender pour les développeurs. Et donc comme ça, vous pourrez directement en JavaScript développer votre petit projet à base de cet émulateur. Et je sais que Gouze, Sylvain Gougouzian m'a aussi demandé, il est très très en attente de ça, parce qu'il veut faire aussi quelque chose autour du web MIDI. Et moi aussi, j'avais dans l'idée, le futur de ce projet, c'est d'implémenter une couche web MIDI pour pouvoir piloter une forme de synthétiseur virtuel directement avec les messages MIDI. Et donc, comment ça se présente aujourd'hui? Donc, l'interface utilisateur a quand même plutôt pas mal évolué. Ça, c'est cool. Tout est fonctionnel. Comment ça fonctionne? Donc, comme Web Audio demande une interaction à l'utilisateur pour pouvoir créer un contexte audio, bah, vous avez un bouton Power. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton Power, vous avez le player qui démarre. Et le player, c'est pas juste un player de web, hein, c'est juste, il y a des musiques en interne qui sont des musiques au format YM et qu'on envoie directement à l'émulateur dans un Audio Worklet Processor. Donc vous pouvez muter les canaux A, B et C, ça je vous avais déjà montré ça la semaine dernière. Vous pouvez mettre l'émulateur en pause, ça parle de lui-même, et puis hop, régler le son, et vous pouvez vous balader dans la musique directement. Donc nous voici en train de jouer de la musique. Vous pouvez vous balader dans la musique. Voilà. Donc ça gère toutes les caractéristiques quasiment de ces chips antiques. Comme je le disais, il reste juste la gestion des enveloppes qui me reste à finaliser. Mais c'est très peu utilisé en fait comme type de caractéristiques. Donc j'ai mis un certain nombre de musiques donc, qui sont disponibles. Alors le MIDI site que j'ai créé, c'est aym-js.emaxilde.net. Donc c'est sur mon site, c'est un sous-domaine de mon domaine personnel. Et que dire d'autre? Donc j'ai mis quelques musiques exemples, et il me reste à faire aussi le chargement de musique directement en JSON à la volée, parce que là aujourd'hui les musiques sont incluses en tant que module JavaScript directement dans le code, mais ça c'est quelque chose qu'il faut que je fasse évoluer. En tout état de cause, tiens, je vais vous mettre Ghost and Goblins, ça va vous rappeler quelque chose. Là, vous voyez jouer sur votre Amstrad ou sur votre bande d'arcade, là. Donc, comme je le disais, le code, je suis à 2 doigts de le libérer. Il est sous licence GPLv2, donc tout est utilisable. Vous aurez juste à cloner le dépôt, soit sur github.com, gitlab.com ou Bitbucket. Et à la racine du projet, vous verrez, donc c'est un projet Hugo avec tout le code, tout est auto-porteur. Vous avez juste, si vous voulez développer en local, vous faites make-serve, il y a un make-file avec plusieurs cibles, vous faites make-serve, hop, ça permet de lancer le serveur Hugo en local et de pouvoir travailler directement sur le projet et de faire évoluer le code. Vous avez make pour pouvoir générer le site web statique. Vous avez une cible qui s'appelle deploy si vous voulez plugger votre déploiement custom directement sur votre site. Etc. Voilà. Et make clean pour pouvoir nettoyer le projet. C'est un peu comme un projet en C ou en C++. Je trouve que le makefile, c'est un super outil quand même. On va pas se mentir. C'est un super outil justement pour pouvoir gérer des projets, et pas que des projets en C ou en C++, n'importe quel type de projet. Alors, met des liens vers des outils d'édition d'AYM dans le README. Alors ça, il y a quelques trackers qui existent, des trackers pour créer des
des musiques au format YM. Il suffit d'aller sur Internet, on peut en trouver. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu comment se présente mon dépôt aujourd'hui. Alors, je vais partager ça sur l'écran. Donc mon dépôt, à la racine du dépôt, vous verrez, il y a tout un README qui explique tout ce qu'il faut. C'est quoi donc la Y ou le YM2149, les dépendances dont vous avez besoin, le lien vers Hugo si c'est nécessaire, un lien directement vers les sources de l'émulateur dans le projet, puisque comme je vous dis, je fournis tout en tout en un, donc là il y a juste un petit raccourci qui vous permet d'accéder directement au code source ici. Ensuite, quoi d'autre? J'explique donc les dépendances, ce dont vous avez besoin d'installer en termes de dépendances et les différentes cibles, les sites pour builder le mini-site, pour pouvoir le nettoyer, pour pouvoir servir, pour pouvoir déployer. Et vous avez toutes les licences et effectivement qui sont fournies, à quoi répond chaque morceau du projet et à quelle licence ça répond. Voilà. Donc j'ai fait ça de façon quand même relativement propre. Pour que ce soit bien carré et que si vous avez envie de pouvoir hacker ce projet ou de faire joujou avec, ce soit facile pour vous. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. Donc comme je le disais, moi je vais finaliser quelques petites choses et je vais mettre à jour à disposition le code source de ce projet. On va basculer chez l'ami Thierry qui nous attend avec un plaisir non dissimulé. Alors Goyard, tu dis mec c'est super, ma dernière utilisation c'est pour compiler du dot. Ouais bah, mais en fait mec, franchement moi j'utilise mec pour tout. Le Makefile c'est vraiment un outil qui est super pour faire plein de choses. Voilà. Alors toi Gizmo tu me dis bonjour à tous, est-ce que tu maintiens toujours PVE Auto Snapshot? Oui je le maintiens toujours. Tout à fait. Il évolue dès que c'est nécessaire ou dès qu'on trouve un bug. J'ai des utilisateurs de PVE Autosnap, j'ai des utilisateurs de PVE Bulk aussi, qui est un autre projet qui permet de faire des actions en masse. Ouais. Donc, alors, je ne sais pas quel est le fond de ta question, ben oui, c'est toujours maintenu. Ça fait partie des outils et que j'utilise quotidiennement, parce que je les ai développés pour moi à la base, et maintenant c'est la communauté, j'ai quelques utilisateurs qui les exploitent. Donc voilà, on va passer chez l'ami Thierry. Comme dit Thierry, on va se retrouver de l'autre côté. Moi, je vais vous faire plein de bisous. On va faire un petit raid chez l'ami Thierry. Hop, allez, /raid Titimobi. Zou. Le raid a été créé. Nous allons bientôt y aller. Bah, écoutez, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, comme d'habitude, il y a live aussi la semaine prochaine. Il n'y a pas de raison. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien de votre semaine. Soyez fortes et forts. J'en sais rien. Que la force soit avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur pour la semaine. Et donc, on bascule chez l'ami Thierry tout de suite. Et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao.